Salut à tous, l'Atlantide est-il un mythe ou une réalité? On en parle aujourd'hui sur BTLV avec Jean-Marie Beuzelin dans Atlantide et Monde Perdu. Salut Jean-Marie. Bonjour Bob. Ravi de t'accueillir pour un nouveau numéro d'Atlantide et Monde Perdu. Durant cette saison 2019-2020, on a essayé de retracer un mythe ou une réalité. On verra d'ailleurs à la toute fin de l'émission quel est ton point de vue. Cette Atlantide, ce monde perdu qui fascine tant. J'ai encore vu cette semaine Alien Theory, un numéro qui parlait de cette Atlantide et qui le situait du côté du triangle des Bermudes. On a vu au fil des émissions qu'on a essayé le situer, ce monde perdu. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas vu les anciennes émissions, à tout écouter ou tout regarder, parce que c'est assez incroyable, d'autant qu'on sait, et toi et moi, surtout toi d'ailleurs, en préparant l'émission, appuyer sur des textes, ceux de Platon, Timée et Critias. On n'est pas allé dans le folklore, pas dans la théorie, on a juste essayé finalement d'aller fouiller au plus profond du texte ésotérique et exotérique de Platon, des éléments qu'on pouvait faire remonter à la surface. Absolument. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des deux textes de Platon, et par rapport aux informations que nous a données Platon, on a déroulé en quelque sorte un fil. On a également, il faut le rappeler, vu la version ésotérique, parce qu'il y a une version cachée, et on va le voir, lorsqu'on va évoquer, quand s'appelle cette dernière émission, un métal tout à fait exceptionnel, qui est un petit peu à la hauteur du mystère de l'Atlantide, qui s'appelle l'Orishak, ce métal exceptionnel qui s'appelle l'Orishak. On va voir qu'il y a également, dans la progression l'explication que nous donne Platon, quelque chose qui est encore un rappel au texte ésotérique initial. Parce que c'est vrai que dans les émissions précédentes, on a évoqué l'emplacement où pourrait se trouver l'Atlantide, le mode de vie des Atlantes, leur puissance, et parmi les choses que nous avions un petit peu évoquées, c'était ce métal plus précieux que l'or, on dit l'orichalque. Un métal absolument incroyable. On en parle beaucoup, on verra même que dans la culture populaire, à travers des dessins animés, des bandes dessinées, on en parle de cet orichalque. Alors, c'est quoi pour toi l'orichalque? C'est une réalité ou pas? C'est le métal le plus emblématique de l'Atlantide. D'accord. On le disait en avant-propos, il est caractéristique finalement de ce qu'est l'Atlantide, le mystère finalement avec un grand M. Platon nous parle de l'orichalque à 4 reprises et exclusivement dans le 2e livre, Critias. Il nous parle d'abord de l'orichalque lorsqu'il va évoquer les différents minerais, les différentes richesses qu'il y a dans l'île, en expliquant que les minerais sont extraits directement du sol dans l'île, et en particulier un minerai particulièrement rare, particulièrement précieux, supérieur, tu l'as rappelé Bob, alors, qui s'appelle l'orichalque. Ils sont extraits directement de la terre de l'Atlantide. C'est le premier point. Deuxième élément, il évoque l'orichalque lorsqu'il nous parle de la triple enceinte. On renvoie à nos émissions précédentes pour expliquer ce que c'était. Lorsqu'il évoque la triple enceinte, il nous dit que le mur de cette triple enceinte était recouvert d'orichalque. Deuxième point. Énorme. Et qu'il avait des reflets de feu. On verra que cette petite précision a une incidence sur les différentes recherches qui ont été poursuivies par la suite. Et puis on imagine que pour les ennemis, ou pour ceux qui envient un peu l'Atlantide, si l'Atlantide est une réalité, ça devait impressionner. Absolument. Imaginez quand même des navires qui arrivaient face à l'Atlantide avec ces murs d'enceinte en orichalque qui devaient briller de 1000 feux, ça devait être hyper impressionnant. On peut l'imaginer effectivement. Ouais. Troisième élément, on progresse encore vers le centre de l'île, on est au sanctuaire, dans le temple, donc de Poséidon et de son épouse Clito. Temple magnifique, Platon le décrit largement, il nous explique que le plafond est recouvert d'ivoire, d'orichalque, d'or et d'argent, ainsi que les murs et ainsi que le pavement. D'accord. Et on arrive au 4e point, où Platon évoque l'orichalque. On est maintenant au cœur, au centre du centre. On est là où l'île a été créée par Poséidon et par Clito. On est sur cette colonne d'orichalque, où les préceptes de Poséidon ont été gravés, et là où les rois atlantes, les 10 rois atlantes, on renvoie encore à nos émissions précédentes, se réunissaient alternativement tous les 5 ans et tous les 6 ans pour donner un certain nombre de règles, pour régler un certain nombre de problèmes, et sur cette colonne d'orichalque étaient gravés les différents préceptes, les différents lois auxquels les Atlantes devaient obéir. Donc ça, c'est ce qu'on découvre aussi dans Critias, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les évocations de cet orichalque par Platon. Donc on sait que c'est un métal précieux, c'est un métal qui a beaucoup d'importance, qui a presque une dimension spirituelle pour les Atlantes, d'après toi. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, lorsque Platon nous raconte finalement l'histoire de l'orichalque,
je ne sais pas si tu as remarqué, il nous explique d'abord que l'extraction de la terre, on progresse avec la triple enceinte, on progresse dans le sanctuaire et on est au centre de l'île. Il y a en quelque sorte une évolution ésotérique, et on renvoie à l'émission qu'on a fait naturellement sur la version ésotérique des textes de Platon. Il y a une version ésotérique qui pourrait presque signifier qu'on se dirige de la terre au ciel. Plus exactement, si on extrapole encore, c'est un chemin de vie qui est celui des Atlantes, au moins dans leur parcours initial avant la chute, on peut appeler adamique, etc. Et en fait, si on va plus loin, ce matériau est au service de l'esprit. Et en fait, au-delà de l'histoire de Platon, l'histoire de l'Atlantide que Platon nous raconte, c'est cette histoire-là que Platon nous raconte également. Parallèlement à ça, qu'est-ce qu'on peut dire de ce que nous dit Platon? Il a dit un métal précieux, un métal qui est extrait directement de la terre, un métal rare, un métal au reflet de feu, et un métal aussi qui a disparu. Voilà la phrase que dit Platon. Et c'est assez intéressant de voir cette phrase qui précise exactement. Sans parler de celui, nous dit le métal, dont il ne subsiste aujourd'hui que le nom, de cette espèce qu'on extrayait de la terre en maints endroits de l'île, l'orichalque, il poursuit, c'était alors le métal le plus précieux après l'or. La question qui va se poser, c'est que est-ce que ce métal a disparu parce qu'il a été raréfié par extraction successive, ou est-ce que ce métal a disparu définitivement avec la chute de l'Atlantide? Ce qui exclurait également toute version alchimique, et on verra que ça a des incidences pour les différentes recherches. A priori, le métal est extrait comme l'or, comme l'argent, directement. Voilà, il n'est pas fabriqué comme une alchimie pourrait le supposer, la transformation et la mutation d'un métal. On peut le penser comme ça. On voit bien que, d'après ce que dit Platon, ça a été extrait de la terre. Absolument. Hormis ces 4 allusions que fait Platon donc dans le Critias, son second livre, excepté Platon, il n'y a pratiquement aucun écrit. Pas de poème, pas de choses. Alors, tu as raison. Il existe en fait 2 allusions relativement courtes. La première, c'est dans le second hymne de Homérique d'Aphrodite. On est à 630 avant Jésus-Christ à peu près. Je rappelle que 630 avant Jésus-Christ, 600, 630, c'est la période à laquelle Solon s'est rendu sur les rives de la Basse-Égypte où il a appris l'existence de l'Atlantide, transmise ensuite, qu'on appelle oralement, via ses parents, à Platon. Donc, dans le second hymne de Homérique d'Aphrodite, disais-je, il y a l'évocation des boucles d'oreilles de Richak enrichies de la déesse. C'est tout. Que ça. Absolument, que ça. Les boucles d'oreilles enrichies. Deuxième élément, dans le bouclier d'Héraclès, un poème qui a été attribué, qu'on s'appelle à Hésiode, mais il paraît que ce n'est pas tout à fait lui, peu importe, l'auteur parle des jambières d'Héraclès qui sont réalisées en orichal. Nous avons Platon, et nous avons, comme tu l'as rappelé, ces 2 éléments-là, ces 2 poèmes, exclusivement. Personne d'autre n'évoque à cette époque, l'époque de Platon, l'orichal. C'est absolument incroyable parce qu'effectivement, si ce métal est si précieux, on aurait dû en avoir écho, ou alors il y a un côté un peu secret, un peu réservé aux Atlantes, parce que sinon, dans d'autres cultures et civilisations, on aurait pu faire écho de ce métal précieux. Après, dans Orichal, il y a une étymologie, il y a un langage, il y a une linguistique. Est-ce que, avec le nom, est-ce qu'on peut éventuellement trouver son origine et essayer de le comprendre, ce métal? Je reviens à ce que tu disais juste avant de parler des linguistiques, c'est très intéressant. Effectivement, si le métal est si rare, si précieux, supérieur à l'or, on aurait pu supposer que des recherches se seraient intensifiées sur toute la planète pour le trouver. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que la linguistique, tu disais, peut nous aider à comprendre un film de quoi il s'agit? Parce que, hormis ce que nous raconte Platon là, on l'a rappelé, on n'a rien d'autre, aucun autre élément. Orichal vient d'un mot grec qui est constitué donc 2 entités, oros et kalkos. Oros, c'est pas l'or, donc c'est la montagne, ça s'appelle, et kalkos, c'est le cuivre. Ce qui voudrait dire le cuivre de la montagne. Ouais. Est-ce que ça nous renseigne pour autant? Mais est-ce que l'orichal n'est pas du cuivre? Alors c'est la question qu'on peut se poser. Parce que, rappelle-toi, il est de 1000 feux, c'est-à-dire que le cuivre, quand tu le regardes, tu vois, c'est déjà orangé, imagine avec le soleil, enfin on peut imaginer tout cela. Quoi. Absolument. Le problème, c'est qu'à l'époque de Platon, le cuivre était connu. Ah, d'accord. Largement connu, puisque même 5000 ans avant notre ère, en Perse, il y avait des travaux de fusion déjà, dans qu'on appelle des fours à vent, où on extrayait le cuivre et on le traitait déjà. Donc Platon, à cette époque-là, connaissait déjà le cuivre. Deuxième élément, on pourrait se dire, bon, allez, c'est pas le cuivre, mais finalement les reflets, ça peut être peut-être l'argent, ça peut être peut-être l'or, l'argent sont évoqués. Les teints sont évoqués également par Platon. Donc